Je vais commencer du coup sans, voilà, sans attendre. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je tenais à m'excuser pour ne pas être présente parmi vous physiquement à Montréal. Je le regrette évidemment beaucoup. Ensuite, donc, je vais présenter ce papier qu'on a rédigé avec Benjamin Dubrion, qui est maître de conférence à Sciences Po Lyon, voilà, et qui est donc en économie. Et c'est donc la première intervention d'un symposium que j'avais proposé sur le micro-travail numérique. Et cette présentation que je vais m'apprêter à faire, c'est pour justement cadrer un petit peu le propos qui suivra, les interventions qui suivront, aussi bien aujourd'hui dans cet atelier que demain après-midi, avec trois autres interventions de membres de l'équipe d'un projet de recherche que j'ai coordonné. Donc, je vais commencer tout de suite avec l'analyse des CGU de plateformes de microtâches pour essayer d'expliquer de quoi on parle quand on parle de micro-travail numérique. Comme vous le savez, le capitalisme de plateforme a bouleversé les relations de travail, que ce soit un capitalisme de plateforme classique, c'est-à-dire ce que j'appelle classique, c'est les plateformes de mobilité, transport, livraison, transport de personnes, livraison de repas, ou le capitalisme de plateforme de micro-travail. Et par micro-travail, j'entends les plateformes d'intermédiation en ligne, type Amazon Mechanical Turk, qui est la première du genre, ou sa jumelle en France, Food Factory. Elles sont aussi parfois localisées comme des applications comme Be My Eye ou Click and Walk. Alors, ce capitalisme de plateforme numérique de micro-tâches, il crée une sorte de taylorisme du XXIe siècle, donc postmoderne, car il organise une extrême division du travail. Et il va mettre en scène des micro-tâcheurs, des travailleurs du clic, des tâcherons du clic, pour reprendre les expressions d'Antonio Casilli. Ce sont aussi les petites mains de l'IA. Donc voilà comment on appelle ces micro-travailleurs. Et dans mon intervention, j'avais prévu 6 points pour ne pas dépasser le temps imparti. Donc la première chose que je veux dire, c'est le projet Traplanum, donc, qui est à l'origine de ce symposium, de ces ateliers qui seront présentés aujourd'hui et demain. Ce projet Traplanum, donc pour nouvelles formes de travail via les plateformes numériques, c'est un projet ANR, donc financé par l'Agence nationale de la recherche en France, qui a commencé en 2020 et qui finira fin décembre 2024, donc à la fin de l'année. C'est un projet pluridisciplinaire droit, économie, gestion. Et il est comparé, donc la dominante évidemment en France, mais on a aussi un aspect de droit belge, italien, espagnol, de Royaume-Uni, canadien avec René-Claude Drouin et aussi une dimension de l'Union européenne. Les objectifs de ce projet, c'était de dresser un état des lieux du micro-travail numérique, donc qui est un peu moins analysé, enfin bien moins analysé que le travail de plateforme classique. Et pour ce faire, on a réalisé des recherches empiriques et des analyses croisées de type doctrinal classique. Donc la première étape qu'on a effectuée, c'est un recensement des plateformes et des applications qui proposent des micro-tâches rémunérées et qui sont opérationnelles en France. On a complété ça avec des études de terrain et le but, c'était d'analyser à la fois les modèles économiques, les conditions contractuelles et l'organisation des relations de travail via ces plateformes. Voilà mon premier point. Deuxième point, la propose de faire une analyse des micro-tâches de travail via les CGU, donc les conditions générales d'utilisation. Pourquoi? Parce que c'est elles qui vont poser le cadre contractuel des relations entre les deux parties, plateforme d'un côté et micro-travailleurs de l'autre. Voilà, donc pour une juriste, c'est ce qui permet d'avoir une porte d'entrée un peu fiable et classique pour nous. Les CGU vont définir formellement à la fois les modalités d'utilisation du support numérique, qu'il soit Internet ou mobile, mais aussi les termes contractuels qui vont lier le contributeur et la plateforme. Leur acceptation est obligatoire pour accéder aux micro-tâches puisqu'il faut s'inscrire. Et en France, ces CGU vont avoir la nature juridique d'un contrat d'adhésion, selon l'article 1110 du Code civil, c'est-à-dire qu'il va y avoir une détermination unilatérale, sans négociation possible, de la conditions applicables à la relation. C'est donc une relation complètement asymétrique par nature qui va s'instaurer entre un professionnel et un particulier. Ce que je propose de faire, c'est de voir en quoi les CGU des plateformes de micro-tâches vont nous renseigner sur le rôle qu'elles jouent en matière d'organisation du travail effectué par les micro-tâcheurs.
Alors, pour ce faire, j'ai utilisé un panel donc qui est dévié du recensement qu'on a fait, hein, dans le cadre du projet Traplanum. Un panel qui est constitué de 16 plateformes de microtâches et de 14 applications de microtâches. Donc en tout, on a un panel de 30 CGU, qu'on a, passé au crible de 2 analyses que je vais vous développer ensuite. Donc là, vous avez normalement sur la sur la diapo qui apparemment ne s'affiche pas, les applications et les plateformes qu'on a retenues dans ces 30, dans ce panel de 30, avec celles qui sont plus connues que d'autres, hein, comme Be My Eye, Click and Walk, Food Factory. Alors elles sont soit plus connues, soit plus importantes, soit plus, emblématiques de ce que font, les, plateformes et les applications de microtâches. À partir de ce panel, je livre 2 analyses complémentaires de ces CGU. Alors, premièrement, une analyse lexicale et deuxièmement, une analyse croisée droit-économie. L'analyse des CGU, via une analyse lexicale, donc là, c'est par, un logiciel Alcest qui permet de faire une analyse donc des termes du lexique, hein, donc des termes qui vont, être en occurrence, à dominance, voilà, à dominante, les plus importantes. Et il ressort de cette analyse lexicale 4 classes, donc 4 classes qu'on a pu, analyser. Normalement, vous auriez dû avoir un tableau avec ces occurrences et avec, donc ces différentes classes. Donc je vais les détailler, c'est mon quatrième point, par classe de mots. La première classe, c'est celle qui apparaît le plus fréquemment, c'est le champ lexical classique des CGU, relative à l'utilisation du site internet ou du support numérique. Elle nous renseigne aussi sur la responsabilité vis-à-vis des tiers, ou alors sur des aspects de sécurité des données, aussi sur l'information des contributeurs et puis, plus largement des modalités techniques d'utilisation du support, numérique. La deuxième classe lexicale, elle relève en fait du champ du domaine de la relation, contractuelle. Elle est surtout relative aux aspects juridictionnels et contentieux. Donc c'est aussi quelque chose de relativement classique, c'est-à-dire que la plateforme ou l'application vont vouloir gérer le risque, de contentieux, de litige en, attribuant par exemple la compétence à telle juridiction et en, revendiquant l'application de telle législation nationale. La troisième classe, elle a trait, principalement à la question de la rémunération du microtravail de plateforme et je m'attarderai un peu plus là-dessus parce que c'est intéressant pour nous. Et enfin, la quatrième classe, c'est le champ lexical de la consommation et du jeu qui, selon nous, selon notre analyse, va masquer la réalité du statut du contributeur. Alors, concernant justement ces 2 classes, la classe 3 et la classe 4, donc le champ lexical de la classe 3, elle fait selon nous le cœur de la relation entre les plateformes et les microtâcheurs. Elle concerne donc la rémunération des microtâches. Pour nous, c'est la cause de l'engagement du contributeur. Pourquoi un contributeur, donc un microtâcheur, va s'engager, va s'inscrire sur une application ou une plateforme? C'est pour être rémunéré. Donc ça va concerner ce champ lexical, la contrepartie qui va être octroyée pour les microtâches réalisées. Nous retrouvons dans cette classe, des dispositions sur les modalités, les montants ou les conditions de rémunération. On voit des notions comme paiement, gain, montant qui reviennent et elles vont aussi régler les obligations réciproques, notamment les obligations qui incombent à la plateforme, avec des termes comme devoir, verser, créditer. Voilà pour cette classe, hein. Je vais rapidement, je reviendrai dessus si vous avez des questions plus tard. Et enfin la dernière classe, elle relève du champ lexical de la consommation, et du jeu. Alors cette dernière classe pour nous, elle révèle vraiment ce que voudraient faire croire, les plateformes. C'est-à-dire que le microtâcheur, c'est en fait un consommateur lambda qui va juste renseigner ses habitudes de consommation ou un joueur qui veut juste rémunérer son temps libre de manière un peu ludique. On retrouve dans cette classe les termes de magasin, récompense, parrainé, gagné, coupon, inscription, produit, donc vraiment qui relèvent du champ de la consommation. Heu, de manière complémentaire à cette première analyse de type lexical, on a aussi fait une analyse économique des CGU, donc une analyse plus doctrinale, plus en substance, hein, de contenu, avec, selon l'analyse économique, des dimensions d'allocation et d'incitation que l'on retrouve dans les CGU. Donc alors là, plus largement, pas uniquement le lexique, hein, mais quand on va regarder ce qui est effectivement prévu dans les CGU, on va avoir donc une dimension d'allocation
comme, le fait d'allouer des tâches précises, de les mettre sur le marché, des micro-tâches. Par exemple, comme tâche précise, c'est ouvrir, consulter des mails à caractère commercial, visiter des sites d'annonceurs ou alors un ensemble général de tâches que la plateforme va appeler mission ou projet, qu'elle va confier, aux, micro-tâcheurs. Elle a aussi cette dimension d'allocation dans le sens où elle attribue à la foule des contributeurs, via un algorithme qu'elle programme, les tâches qui sont proposées. On relève aussi une dimension d'incitation. Alors la principale dimension, d'incitation, c'est cette rémunération au résultat, à la tâche, hein, une rémunération à l'output, qu'elle soit monétaire ou non monétaire, avec des conditions qu'on retrouve dans les CGU, à l'octroi des gains, un système de contrôle des tâches pour rémunérer, par exemple, un contrôle soit automatique, soit via une géolocalisation quand il faut effectuer un déplacement, physique. Ça peut être aussi un contrôle possible via le client final, qui peut valider ou non la tâche et si elle n'est pas validée, elle ne sera pas rémunérée. Donc un système de contrôle assez précisément, développé dans les CGU. Au regard de cette analyse économique, on se rend compte que les plateformes de microtâches vont apparaître comme des entités de mise en ordre du travail. Et selon l'analyse de mon collègue Benjamin Dubrion, il apparaît alors que ces entités font de la gestion des ressources humaines. Elles sont des entités de mise en œuvre de la relation d'emploi. Selon une analyse juridique de ces CGU, on va, nous, déceler une figure patronale qui détient un pouvoir unilatéral dans la relation contractuelle. Alors, un pouvoir unilatéral d'abord parce que c'est un contrat d'adhésion, je l'ai dit, qui est imposé de manière unilatérale par l'opérateur numérique. Heu et ensuite, si on regardait si, les CGU révèlent une relation de travail, on va regarder s'il y a les 3 éléments du contrat de travail classique, hein, dans tous les droits nationaux, c'est le cas, hein. Il faut 3 éléments pour qu'on ait une relation de travail subordonnée, une prestation de travail, une rémunération et une subordination. Alors, est-ce qu'ils sont présents ces 3 éléments? Oui, pour le travail, même si c'est une micro-tâche, même si c'est une tâche accessoire, qui peut être très périodique, voire même unique et voilà et si c'est une tâche micro, hein, de taille de volume vraiment très minime. Oui aussi pour la rémunération, même si elle est infime, puisque c'est quand même ça qui fait engager, le micro-tâcheur à s'inscrire et à effectuer des micro-tâches. La plateforme elle-même, dans les CGU, on le voit, s'engage à rétribuer la tâche lorsqu'elle est réalisée ou lorsqu'elle est validée. Donc, c'est une obligation qu'elle a souscrit elle-même et validée. Donc, ce sont ces obligations qui permettent de montrer qu'il y a bien une micro-tâche contre une rémunération, qui vont justifier un rapport contractuel qui va s'installer via ces CGU. Et oui aussi pour le lien de subordination, je l'ai montré déjà précédemment avec l'analyse économique. Alors l'analyse économique va parler d'incitation et d'allocation. Nous, on va parler de pouvoir de contrôle, d'organisation et de sanction. C'est la même chose. On voit très bien que les 3 dimensions du lien de subordination selon la jurisprudence française sont présents, dans, le cadre du travail de plateforme. Malgré ça, le statut, de travailleur de microtâcheur n'est encore pas reconnu par le droit français. Alors en conclusion, c'est mon dernier point, on voit que les CGU vont organiser une relation contractuelle, elles vont gérer le risque au profit des plateformes en imposant leurs conditions. On voit aussi que le grand absent des CGU, formellement, c'est le champ lexical du travail, qui n'apparaît nulle part, très rarement en tout cas. On sait que les CGU ne constituent pas une source formelle classique de contrat de travail, hein, que ce soit un travail subordonné ou même un travail indépendant. Cependant, après ces analyses croisées, on peut démasquer une relation de travail et une intention de détourner l'application du droit du travail. Dans cette optique, les CGU qu'on a analysés peuvent être même interprétés dans le sens d'une volonté, d'une intention de se soustraire volontairement au droit social, à l'application du droit du travail, et être ainsi, alors que c'est ce qu'elle voudrait éviter, un indice de l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé selon un article 82-21 alinéa 5 du Code du travail. Et c'est d'ailleurs, et là je ne développerai pas parce que c'est Farida Kodri qui demain dans l'atelier du symposium développera cet aspect-là du statut juridique du micro-travail, du micro-travailleur, il y a eu un arrêt avec un premier contentieux pénal contre une application, l'application Kill Can Walk, qui a donné lieu en avril 2022 en fait, à une relaxe de l'application et de sa dirigeante pour travail dissimulé. Selon nous, c'est une occasion ratée d'appliquer le droit du travail, mais on ne désespère pas.
On pense que justement, ce micro-travail numérique est pour l'instant dans l'angle mort du droit, mais qu'il est en cours de décryptage et c'est, voilà, ce qu'on essaye de contribuer à faire par ces analyses, croisées juridico, économiques et je vous remercie pour votre attention.